Bon, monsieur Savin, on y va, parce que vos préconisations, là, alors j'ai tout lu attentivement. Combien de points déjà? 35 points sont à décortiquer. Donc, la commission d'enquête sénatoriale sur la financiarisation du foot préconise des réformes. Dans son rapport publié aujourd'hui, on va dire que vous avez dressé quand même des conclusions, on va dire, sévères sur la gestion du foot français. Alors, première question, pour que ce soit bien précis, on dit commission d'enquête sur la financiarisation du foot, mais on a l'impression que vous avez quand même largement élargi le spectre quand même, au fur et à mesure de vos auditions et de vos recherches là. Oui, au départ, on était ciblé uniquement sur la société commerciale, parce que c'est le rôle du parlementaire de faire du contrôle. Et vu que cette société commerciale a été initiée par un vote au Parlement il y a 2 ans, au départ, l'idée était de savoir un petit peu comment les choses se passaient et où en était l'organisation, le fonctionnement de cette société commerciale. Et puis, on s'est tout de suite aperçu qu'il fallait élargir le spectre de cette mission d'information, parce qu'on a vu aussi la multiplication de fonds d'investissement qui viennent aujourd'hui dans le football français, notamment dans certains clubs. Et donc, on a souhaité avoir une lecture beaucoup plus large sur ce phénomène de financiarisation. On va y revenir. Donc, il y a des préconisations concernant également le nombre de matchs, les compétitions internationales. Vous êtes allé très très loin. Florent. Oui, pour une première question par rapport aux conclusions, c'est effectivement la sévérité dont parlait Gilbert, et notamment la sévérité à l'égard des présidents de clubs. Moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est plus qu'une mise en garde, c'est d'abord un constat très dur sur ce qu'ils ont fait ou plutôt pas fait justement dans la gestion de la société commerciale. En gros, ils se sont laissés guidés, et pour être très clair, par Vincent Labrune sans doute, mais ça fait assez peur. Et vous pointez notamment du doigt le fait que pour ces gens qui ont réussi souvent dans leur domaine respectif, ou on l'a souvent dit dans l'after, on s'étonne de voir à quel point ces gens-là ont été inconséquents par rapport à ça. Et je vais prendre un exemple, mais après il y en a d'autres. Donc je voulais déjà que vous me disiez concrètement comment vous enjoignez, on va dire, les présidents à prendre leurs responsabilités, à changer cette donne-là. Et est-ce que c'est vraiment possible? Et est-ce que vos préconisations peuvent être suivies des faits? Et la question corollaire qui va parler à tout le monde, c'est le salaire du président de la Ligue, puisqu'on dit qu'il serait plafonné comme celui des présidents des patrons d'entreprises publiques. Est-ce que ça, c'est une mesure symbolique, mais pour le grand public, ou est-ce que vous pensez vraiment que ça fait partie des choses dont doivent se saisir notamment les présidents de club? Sur la première partie de votre question sur les présidents de club, suite aux auditions, on s'est aperçu et on a constaté que beaucoup de présidents, au moment de la création de la société commerciale, soit n'avaient pas eu connaissance, soit n'avaient pas pris le temps de regarder les documents, notamment sur le pacte d'associés, sur le pacte financier. Et c'est vrai que c'est assez surprenant que des présidents de club puissent prendre des décisions aussi importantes qui engagent le football professionnel, aussi bien sur son financement à moyen et long terme, mais aussi sur son organisation, en faisant confiance à une seule personne. C'est la raison pour laquelle on est assez, peut-être, ce que vous dites, un peu dur vis-à-vis des présidents, mais c'est un constat qui est partagé par beaucoup. Et là, une des considérations et une des recommandations, c'est qu'on souhaite que les présidents s'investissent beaucoup plus, de façon plus professionnelle, aussi bien au niveau de la Ligue que dans la société commerciale. Mais ça pourrait. L'histoire du salaire, elle est concrète. Vous demandez un plafonnement, ça pourrait avoir une issue concrète. Pour le fait que les présidents, à part l'injonction, à la lecture du rapport, qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils soient obligés de le faire? Bah, concernant le salaire du président, aujourd'hui, c'est une recommandation, mais qui peut demain être dans une proposition de loi. Une grande partie de nos 35 préconisations seront reprises lors du premier semestre 2025 dans une proposition de loi que je souhaite et que nous souhaitons transpartisane, hein, parce que l'ensemble de mon rapport hier et des 35 préconisations a été voté à l'unanimité, hein, de la commission, toute sensibilité politique confondue. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une logique d'essayer de D'avoir une travailler loi qui traduise ça une concrètement. proposition de loi qui reprendra une grande partie des préconisations. Alors, aujourd'hui, c'est une recommandation. Le plafonnement du salaire du président, c'est un plafonnement. Il n'y a pas d'obligation d'aller au plafond. Ils peuvent être aussi en dessous. Plafonné à 450 000 € par an, c'est ça le montant. Oui, parce qu'on s'est calé sur le salaire des grandes entreprises publiques, la SNCF, EDF et autres. Et on pense que ça mérite voilà, le plafond qu'on s'est fixé dans cette proposition. Il n'y a pas d'obligation d'aller au plafond, mais au moins, il y aurait une règle
pour les entreprises publiques, c'est dans la loi. Et si on le mettra, s'il y a besoin de le Oui. faire. Et vraiment, juste- Je vais donner la parole à Daniel, mais à la Ligue, là, on avait largement dépassé le plafond, on était monté au ciel ces dernières années. Là. Corollaire là, à- là, on est au double. Ouais, c'est ça, Exactement. on est au double. Le corollaire à ça, après peut-être qu'on en reparlera ou Daniel voudra en parler, mais c'est aussi, on va dire, la prise de position sur des sujets très foot liés au nombre de contrats Alors, pro. on va y revenir. Donc on y reviendra sans doute plus tard dans chaque club. Restons d'abord sur tout ce qui est Ligue et fonctionnement, foot français, société commerciale. Daniel. Oui, monsieur le sénateur, alors vous parliez du salaire, vous avez oublié rapidement les fameuses notes de frais, 200K par an. Il y a aussi une préconisation sur les notes de frais. Hein. J'ai bien vu. Oui. Juste Numéro 22. en petit préambule, mais Flo y faisait allusion. Peut-être que les gens doivent se souvenir quand même. La LFP, c'est bien un service public, monsieur le sénateur? C'est une subdélégation de la fédération qui est une délégation de service public, oui. Voilà, donc ça c'est déjà très intéressant. Et comme il se comporte exactement comme si c'était une boîte privée, c'est bien que les auditeurs entendent que c'est une subdélégation et que donc, quelque part, la LFP appartient un petit peu à tous ceux qui regardent le foot. Ensuite, le rapport, que Gilbert l'a dit, ça faisait longtemps qu'on l'attendait parce que nous, on a beaucoup bossé dessus. Et pour tout dire, comme très souvent, vous savez, notre métier est un petit peu dévalorisé. On n'aime pas beaucoup les journalistes dans ce pays. On dit qu'ils exagèrent et qu'ils travaillent mal. Ça me fait plaisir quand un rapport sénatorial et quand des gens comme vous, des sénateurs, finalement, quelque part, valident un petit peu toutes les critiques qu'on avait émises au sujet du travail de la LFP. Quand vous avez reçu un à un tous ces présidents de clubs et le président de la Ligue, je crois que vous ne les avez pas tous reçus les présidents, mais en tout cas certains, et le président de la Ligue, quel genre de personnes vous avez eu au fur et à mesure dans votre réflexion face à vous? Vous diriez des gens compétents ou des gens un petit peu dans leur monde et finalement peut-être coupés du monde? D'abord, c'est des gens c'est des passionnés qui, pour la plupart, lorsque c'est des présidents qui sont reconnus par leur activité professionnelle, qui sont reconnus dans leur activité professionnelle, et c'était surprenant de voir les réponses et leur positionnement sur le fonctionnement de la Ligue. Je pense qu'ils sont dans un autre monde, dans un autre milieu où la confiance qui a été donnée, qui est donnée à une ou deux personnes fait que les décisions ont été prises et qui ont mis à mal le football professionnel. Moi, je ne remets pas en cause leur engagement parce qu'il faut le reconnaître. Pour certains, c'est leur argent propre qu'ils investissent. Et donc, oui, mais on peut être engagé et mauvais, hein, monsieur le sénateur. On peut être engagé et mauvais. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont mauvais. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un fonctionnement qui est assez opaque. Il y a besoin, c'est pour ça que dans les recommandations, on demande qu'il y ait d'abord un contrôle beaucoup plus fort et de la Fédération et du ministère des Sports sur certaines décisions qui sont prises au niveau de la Ligue. Un exemple concret, lorsqu'on a interrogé la ministre des Sports sur est-ce qu'elle avait eu connaissance du pacte d'associés, le pacte financier, et que la réponse est non, il n'est pas normal que le ministère des Sports n'ait pas eu connaissance et ait pu donner un avis sur un engagement aussi fort qui concerne le football professionnel. Là vous parlez de l'arrivée de CVC, hein, oui. De l'accord CVC. Oui, mais il parle d'ingérence. Dans ces cas-là, ils ont peur et on hurle à l'ingérence du politique dans le sportif parce que l'ingérence, ça les intéresse uniquement quand l'État est prêt à prêter de l'argent. Oui, c'est bien pour ça que dans nos recommandations, là aussi, on demande que la fédération et le ministère des Sports soient beaucoup plus impliqués. Une des propositions qu'on fait, c'est que la fédération ait un poste avec une voix délibérative au sein de la société commerciale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui donnera aussi à la fédération le rôle de prendre ses responsabilités au moment de certains votes. Kevin. Justement, vous parliez de responsabilité. Et dans toute cette histoire, le grand public, mais aussi ceux que je pense représenter un petit peu, c'est-à-dire les footballeurs, même les footballeurs qui soient professionnels ou amateurs, on a l'impression que ces gens sont complètement déconnectés de ce qui se passe, non seulement sur le terrain, sur les plateaux, dans les tribunes, qu'ils font leur petite tambouille, j'allais dire politicienne presque, hein, sans vous viser, mais et que au moment de décider, personne ne se dit que le tollé qui s'est passé, par exemple, avec ce simulacre d'élection, on a bien compris qu'en fait, ils sont entre eux et ils ne veulent absolument pas qu'un regard extérieur, aussi compétent soit-il, Cyril Linette ou un autre, puisse ne serait-ce qu'au moins challenger la place. Est-ce que quand vous les avez interrogés, vous avez quand même senti qu'ils ont une once quand même de lucidité sur l'image qu'ils dégagent
et justement sur le fait que les gens n'en peuvent plus en fait de cette façon de fonctionner. Je pense qu'il y a un excès de confiance des présidents dans le fonctionnement de la Ligue et du football professionnel. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a une accumulation des faits qui auraient pu quand même et dû alerter les instances. On parle de Mediapro, on parle de Amazon, on parle de l'arrêt du championnat avec les conséquences que ça a eu aussi au niveau financier, mais aussi sur l'image. D'autres championnats en Europe avaient repris et se sont même terminés, ce qui n'a pas été le cas en France. Après, il y a eu les conflits avec Canal+, il y a eu un épisode avec les droits TV qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les problèmes et les accords sur les droits TV sur la saison actuelle ne sont pas réglés. BeIN n'a toujours pas signé d'accord avec la société commerciale. Voilà, tous ces phénomènes se sont accumulés les uns derrière les autres et personne n'avait de... Et pire, ils préfèrent continuer avec la même personne parce qu'ils sont capables de dire que c'est la bonne personne et qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, le choix, on voit bien que le choix qui a été, au moment de l'élection, a été un petit peu... le résultat était connu par avance. Le mode d'élection tel qu'il était actuellement faisait qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Il y a eu tout l'épisode avec la sauf erreur ministre. de ma part, il n'y a pas de préconisation pour changer le mode d'élection. On préconise déjà de passer à 5 au niveau des indépendants, ce qui donnera une ouverture, une possibilité. Vous ne rentrez pas, je trouve, par rapport aux autres préconisations, vous ne rentrez pas dans le détail de ce qu'a promis la Ligue d'ailleurs. On surveillera, mais la Ligue a promis un changement de son système. Et justement, peut-être que ce qui manque, j'allais y venir justement pour rebondir là-dessus. Vous voyez, quand il y a le plafonnement du salaire, il y a un chiffre, il y a une proposition, ce sera peut-être une proposition de loi, vous l'avez dit. Là, je trouve que vous ne rentrez pas suffisamment dans ce qui, à mon avis, est capital, c'est-à-dire de les obliger, en gros, à faire cette réforme qu'à mon avis, ils ne feront qu'à moitié. Enfin, il ne fera qu'à moitié. Ils ne veulent pas le faire, en fait. Ils ne veulent pas le faire, à la base. Il était obligé de dire qu'ils allaient le faire, de même qu'il était obligé de dire à Vincent Labrune qu'il fallait diminuer son salaire, enfin, baisser l'augmentation. Donc, c'est en ce sens que là, est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas le faire réglementairement, c'est compliqué ? Non, puis on pense qu'aujourd'hui, la Ligue a pris des engagements. Moi, je fais confiance aujourd'hui à des responsables, et notamment aux présidents qui sont aujourd'hui... On entend quand même un certain nombre de présidents qui commencent à avoir aussi un discours un petit peu différent au sein de la Ligue. Au moment de l'élection, ils n'ont pas changé pour autant leur vote. Donc est-ce que c'est un peu comme la politique, désolé aussi de faire ce truc qui est un peu poujadiste, mais de dire oui, on nous a souvent dit, comme vous le faites là, on va surveiller, on va voir s'ils tiennent leurs engagements, puis s'ils ne les tiennent pas et s'il n'y a pas force de loi, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la proposition de loi, c'est un sujet en termes de la gouvernance qu'on reprendra à notre compte, en y travaillant avec la Fédération française de foot, mais en y travaillant aussi avec le ministère des Sports. Là, dans les préconisations, une des préconisations, comme je vous le disais, c'est qu'on demande à augmenter le nombre de représentants sur le volet indépendant, ce qui était quand même un problématique parce que là, il n'y avait pas de possibilité. On propose aussi d'inclure les représentants des supporters au sein du conseil d'administration et l'assemblée générale de la Ligue et de la société commerciale parce que, alors, même ça avec voix consultative, mais que les supporters peuvent être représentés au sein de la Ligue pour entendre la parole des supporters. Et on l'a vu encore avec l'épisode des droits TV sur la Ligue 2 qui a été fait sans aucune discussion et sans aucune concertation. Il est normal, à nos yeux, que les supporters soient présents autour de la table. Dans un instant, on continue la discussion sur RMC dans l'after avec le sénateur Michel Savin. Écoutez attentivement ce qui se dit parce que c'est une partie de l'avenir de la gouvernance de notre foot qui peut se décider avec un projet de loi. Et donc, la façon dont on vit le foot au quotidien, ce que ça coûte à la télé, ce que ça coûte quand on va au stade, les budgets des clubs. Donc, tout ça est pas que la gouvernance d'ailleurs, puisqu'il y a des choses plus. On rentrera après, mais c'est intéressant effectivement de voir que ça peut toucher aussi le fonctionnement des clubs. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 22h20, Florent Gautreau est là. Daniel Riolo est avec nous également pour quelques minutes pour ce sujet important avec Michel Savin, sénateur de l'Isère qui est avec nous. Kevin Diaz également, bien sûr. Un mot quand même parce que la Ligue, il y a quelques semaines, a écrit au président du Sénat, Gérard Larcher, pour mettre un petit coup de pression en disant attendez, là on vient nous auditionner, on vient regarder, parce que vous êtes allé à la Ligue, vous êtes allé auditionner au sein des bureaux de la Ligue, et vraisemblablement ça a un peu contrarié Vincent Labrune et son entourage, puisqu'ils ont écrit à Gérard Larcher, ils disent attendez, ces gens-là ils sont censés faire un audit sur la financiarisation et pas forcément sur notre fonctionnement à nous là. Ce petit coup de pression là, vous l'avez pris comment, monsieur Savin ?
je le pris comme un courrier qui démontrait d'abord qu'il ne répondait pas sur le fond du vrai problème, parce que ce courrier faisait suite à notre déclaration qu'avait faite le président sur la diminution de son salaire de 30%. Et on a expliqué que ce n'était pas 30% et qu'aujourd'hui, il avait quand même doublé son salaire par rapport à celui qu'il avait lorsqu'il a été élu. Non, je crois que le président Larcher n'a même pas répondu. Okay. Ça ne méritait pas d'être répondu parce qu'il n'y a rien sur le fond et ça ne nous a pas plus touché que ça. Bon, donc en l'occurrence, l'envoi de cette lettre, enfin les gens qui l'ont envoyé se sont pris un vent, quoi. Il n'y a pas eu de réponse. Exactement. Proposition, Daniel, après je te donne la parole, mais juste proposition 24. Alors ça, là on parle plus de la Ligue, mais on parle d'un personnage très particulier aujourd'hui dans le foot français, qui est Nasser Al-Khelaifi et sa double casquette de président du PSG et de patron de beIN Sport. Vous proposez d'introduire une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil d'administration d'une ligue professionnelle et l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion. C'est-à-dire que, effectivement, Nasser Al-Khelaifi, il est au conseil d'administration de la Ligue, il est patron de beIN, accessoirement président du PSG. Là, vous avez constaté dans vos auditions que ça posait problème. On l'a, lors notamment des auditions rapporteurs, ce qu'on appelle une audition rapporteur, c'est des auditions qui sont ni retransmises en direct, ni avec compte-rendu. Et c'est souvent à la demande, essentiellement à la demande des personnes qu'on auditionne, qui demandent à être entendues en audition rapporteur, et qui, pour nous aussi, ça nous permet qu'ils puissent parler beaucoup plus facilement. Donc, on a bien ressenti lors de différentes auditions que ce type de fonctionnement avec la double casquette posait des problèmes et qu'il nous paraît beaucoup plus sain et transparent d'éviter ce type de comportement, que le club soit représenté au sein de la Ligue et de la société commerciale, c'est tout à fait normal, mais qu'il soit représenté par une autre personne qui n'est pas un lien direct avec un distributeur, une chaîne qui est aussi candidate pour avoir des droits TV. C'est un problème de conflit d'intérêts et je pense qu'il y a besoin de transparence. Daniel. Dans cette affaire, il y a un personnage central qui est le président de la LFP. Et s'il avait bien travaillé, si la LFP avait été bien gérée, ce rapport sénatorial n'aurait probablement jamais existé. Il faut parler de ce personnage central que vous avez reçu. Je crois que la première fois, ça s'est pas bien passé. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous avez pensé de l'audition de Vincent Labrune. Et ma question suivante, c'est est-ce que vous avez le sentiment qu'il est réellement le patron de la LFP ou n'y a-t-il pas un patron secret? Et son nom, c'est Gilbert qui l'a évoqué il y a 30 secondes à peine, le vrai patron de la LFP. Comment se sont passées les auditions? C'est vrai que la première audition, notamment, avait été faite lorsqu'il y a eu débat sur la création de la société commerciale. Et c'est vrai que vous avez manqué de respect, Vincent Labrune, il s'était très mal comporté. Voilà. Il avait choqué beaucoup de nos collègues sénateurs sur son attitude et ses réponses qui avaient, c'est vrai, interpellé beaucoup de sénateurs et qui étaient présents, dont moi-même, lorsqu'on avait posé des questions, on avait bien senti que peut-être que les décisions, que le Parlement était quelque chose pour lui d'anodin et que les choses se passaient à un autre niveau. D'ailleurs, vous avez vu une évolution. Mais alors justement, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, mais en fait, c'est pour ça que je vous ai posé tout à l'heure la question de est-ce que la LFP est un service public? Exactement pour les raisons qui l'ont poussé à écrire la lettre à Gérard Larcher, et l'attitude qu'il a eue face à vous, c'est que Vincent Labrune, en gros, n'en a rien à cirer de ce que peuvent penser les sénateurs ou le Parlement. Il veut tenir son business tout seul, le gérer comme il a envie, quitte à ce qu'il soit mal géré et à continuer sa tambouille avec ses petits amis présidents qui continuent de l'élire président. C'est à ça, en fait, qu'il faut mettre fin. Oui, mais ça peut se mettre fin déjà en interne. Hein, et j'espère, moi, que le rapport qui a été remis aujourd'hui et les préconisations qu'on fait vont permettre qu'au sein même de la Ligue, mais aussi et surtout au niveau de la société commerciale, les choses bougent. Je crois comprendre, et j'ai cru comprendre que les choses avaient commencé à bouger au sein de la société commerciale et que les relations notamment entre CVC et la Ligue ont été abordées de façon assez musclée lors de certaines réunions, parce qu'on a bien vu que l'intérêt qu'on a tous à se mobiliser, c'est qu'on professionnalise et qu'on travaille beaucoup autrement au niveau de ces deux instances. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être qu'il y avait une certaine
un certain fonctionnement qui faisait que le président donnait l'impression d'avoir tous les pouvoirs. Alors, est-ce qu'il y avait une autre tête pensante au-dessus de Vincent Labrune? Moi, je ne suis pas dans les instances de la Ligue et autres, mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui ont toujours validé. C'est ceux qui ont validé le salaire de Vincent Labrune, c'est ceux qui ont validé l'achat d'un siège à 132 millions dans une période où il n'y avait aucune lisibilité sur les ressources de la Ligue au moment, parce que les droits TV étaient en pleine négociation. C'est ceux qui ont validé les frais les 200 000 euros de frais de fonctionnement du président de la Ligue. Tout ça a été validé par les présidents. Donc, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Et encore une fois, nos préconisations, si on veut aussi, on met en place un contrôle aussi bien sur budgétaire que sur les frais de fonctionnement de la Ligue, c'est qu'on veut avoir aujourd'hui une lisibilité, une transparence, parce que le foot n'appartient pas à quelques personnes, il appartient à tous. Mais pour moi, il n'y a qu'une seule explication au final à ce vote complètement aberrant, à cette réélection de Labrune. C'est parce que derrière Vincent Labrune, il y a le vrai patron de la LFP. La seule personne qui fait peur finalement à tous les autres présidents, c'est Nasser Al-Khelaifi. Et d'ailleurs, vous deviez le recevoir, finalement, vous ne l'avez pas reçu. Si on ne l'a pas reçu, c'est qu'il on l'a invité plusieurs fois. Il y avait toujours une raison pour éviter le rendez-vous. Et malheureusement, les 6 mois qui nous permettaient de le convoquer dans le cadre d'une commission d'enquête se sont passés. Bon, voilà. Donc, nous, on le regrette parce que mais on fait ce constat et on le dit aujourd'hui que nous l'avons invité à plusieurs reprises. Bon, il avait toujours une bonne raison de venir. 6 mois, c'est long quand même. Toujours une bonne raison. Alors, vous ne pouviez pas l'obliger à venir vous voir. Mais dans la période de la commission d'enquête, on aurait pu le faire. Mais à chaque fois qu'il y avait une malgré raison, son statut diplomatique, parce qu'il d'abord, il y a eu la période des élections où on a voulu aussi lever le pied parce qu'on ne voulait pas non plus interférer dans la période d'élection au niveau de la Ligue. Donc on a aussi, à la rentrée, laissé cette élection se dérouler, qui a été quand même dictée et arrêtée. La date a été arrêtée au mois de juillet pour une élection qui s'est passée début septembre. Là aussi, c'était un petit peu surprenant au niveau de la rapidité. Mais donc, on a pris acte de cette décision. Donc, on a pris aussi, nous, du recul par rapport à cette décision. Et donc, après, c'est vrai qu'on est arrivé à la fin des 6 mois, et ce qui nous a empêché de le convoquer officiellement. Mais je pense qu'il a eu 3 ou 4 invitations. Les autres présidents, les autres personnes qu'on a invitées par invitation ont tous répondu présent. Rapidement le tennis, Daniel, s'il te plaît. Là, il y a un vrai scandale. Là, il y a un vrai scandale dans ce que vient de dire monsieur le sénateur. Eric Salio. Sur le refus de Nasser. Petite parenthèse tennis. Oui, Daniel, qualification d'Arthur Cazaux, ça mérite une petite brève. 6-4, 7-6 face à Ben Shelton. Il y aura 5 Français en 8e de finale de Bercy. C'est historique. C'était pas arrivé depuis 2009. C'est normal, c'est un tournoi qui intéresse personne à part les Français. Daniel, toujours aussi optimiste sur le tennis. Ah non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ne parlez pas trop, les gars. Salut Eric. Salut Eric. Un mot, déjà, une remarque et après une question. Le sentiment de toute puissance, parce que moi, c'est ça que j'avais ressenti sur la première prestation de Vincent Labrune face à vous. Pour moi, c'est un peu. J'ai bien aimé le titre de SoFoot, tu sais, le bon, la brune ou le truand, et c'est un peu Scarface. Point d'interrogation. Point d'interrogation, bien sûr. C'est un peu le sentiment de toute puissance, et j'ai l'impression au moins que le foot français, les présidents, certains, Labrune lui-même, ils sont redescendus un peu et que la commission, il y est aussi pour quelque chose quand on s'aperçoit quand même que sous les ordres de la République, il y a des réponses à donner, ça fait un peu redescendre tout le monde parce qu'effectivement, il y avait ce sentiment de toute puissance. Malheureusement, dans cette période, ils ont aussi effectivement continué à acheter le siège et tout. Ça on en reparlera. Moi, je voulais revenir sur des mesures très concrètes dans vos propositions qui sont intéressantes pour les clubs. La limitation des contrats pro. Le rattachement de la DNCG à la fédération, à la 3F, c'est pas anodin non plus. Enfin, ce serait pas anodin. Est-ce que ça fait partie de ce que disait Gilbert au début, c'est-à-dire que vous avez élargi quand même là votre prisme? Pas tant que ça, parce que la DNCG, son rôle, c'est quand même de contrôler les finances des clubs. Et le fait qu'aujourd'hui, la DNCG, pour tout ce qui concerne le sport professionnel, soit logée dans les mêmes bâtiments que la Ligue, on a jugé plutôt intéressant de rapatrier, ce serait intéressant de rapatrier la totalité des services de la DNCG au sein de la fédération, ce qui permet d'avoir une neutralité beaucoup plus importante que de rester
avec cohabiter avec l'ensemble des clubs et des présidents et de la Ligue dans le même bâtiment. Et on demande aussi à la DNCG de faire un travail beaucoup plus poussé. Et même, on a demandé, une des recommandations, c'est que la Cour des comptes aussi fasse des contrôles au niveau de la Ligue pour avoir un compte-rendu chaque année sur la situation financière de la Ligue. Et pour la DNCG, d'avoir un contrôle des clubs avant le début du championnat, mais aussi après la période des transferts pour savoir, pour bien vérifier que ce qui est présenté par les clubs, souvent ce qui est présenté pour équilibrer un club, des finances d'un club, c'est la vente de joueurs. Certains clubs même mettent des chiffres très importants. Il serait assez judicieux que la DNCG puisse regarder dès le début du championnat, après la période des transferts, si ce qui avait été annoncé a été réalisé pour éviter que les clubs soient en difficulté. Sur le nombre de joueurs, c'est un constat qu'on a fait aussi par rapport à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans les clubs. Beaucoup de clubs ont plus de 40 contrats professionnels chacun. Et lorsqu'on regarde qu'en moyenne, une dizaine de joueurs ne jouent même pas une minute dans le championnat français, c'est une masse salariale qui pèse sur les clubs. Et on se dit qu'au niveau économique... Vous allez créer du chômage, hein. Donc. Oui, mais au niveau économique, nous, ça peut faire. Il y a la Ligue 2, il y a aussi qui peut être. Et les championnats étrangers aussi. Peut-être un national et une troisième division professionnelle. Non, mais pourquoi cette proposition aussi? Parce que lorsqu'on travaille sur un budget, si on a une masse salariale, au lieu de la diviser sur 40 et qu'on n'a plus que 30 contrats, ça permet peut-être de garder les pépites qu'on est en train de voir partir les unes derrière les autres parce qu'on n'a pas les moyens de les garder. Ou aussi peut-être de pouvoir attirer dans son club des joueurs de qualité avec des salaires qu'on ne peut pas peut-être proposer aujourd'hui. L'idée étant, je crois que la Ligue avait une proposition il y a quelques années de descendre même à 25 joueurs. Nous, on a proposé 30 joueurs. C'est des choses qui doivent être discutées. On ne dit pas que ça doit être 30. Attention, parce que les 10 joueurs dont vous parlez qui ne jouent pas avec l'équipe première ou qui ne jouent pas en France, ce sont souvent des très jeunes joueurs. Donc en fait, s'ils ont un contrat professionnel, c'est plutôt pour protéger le club sur des valeurs qui sont en général à la charte ou très basses, mais pour les empêcher justement d'être recrutés trop facilement par un club, qui soit un autre club français ou même un club étranger. Donc le système, il n'y a pas 40 joueurs en effet dans un effectif professionnel. La majorité des clubs ont entre 20 et 30 joueurs. 30 joueurs déjà, c'est rare, je pense, d'avoir 30 joueurs à l'entraînement en même temps. Mais il y a des groupes Pro 2, notamment à Reims, où il y a un groupe Pro 2 où ce sont des jeunes professionnels qui sont là plutôt pour l'équipe réserve, mais qui ont un contrat pro plutôt pour protéger le club. Donc c'est pas uniquement des contrats qui vont faire économiser énormément de masse salariale, puisque ça reste des petits contrats plutôt pour se protéger d'une éventuelle fuite des talents. Et juste sur la masse salariale, c'est le même sujet. C'est quoi? C'est un salary cap, le plus grand contrôle de la masse salariale que vous imaginez? La base est à 70% pour que la masse salariale puisse représenter 70% des recettes. On souhaite que ce pourcentage soit moindre, bien contrôlé dans chaque club, et que même s'il y a un travail à faire pour le diminuer un petit peu à 60 ou 65%, mais ça, c'est des discussions qui doivent avoir lieu dans les instances du foot. Mais on voit bien qu'il y a des clubs qui sont bien en dessous des 70% et d'autres qui sont bien au-dessus des 70%. Dans un instant, on conclut la discussion avec le sénateur Savin autour de ces 35 propositions que vous retrouvez sur le site rmcsport.fr. Si vous voulez regarder tout ça attentivement, tout ça est bien sûr public. N'hésitez pas à aller consulter ces propositions sur notre site. À tout de suite. RMC, l'after. RMC, 22h, minuit, l'after foot. Gilbert Bribois. 22h37, encore quelques minutes avec le sénateur Michel Savin, suite donc au rapport sur la financiarisation du foot et les préconisations des sénateurs. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Kevin Diaz est là. On a encore 2-3 questions sérieuses, mais enfin j'en ai quand même une qui l'est peut-être un peu moins. Mais vous aimez le foot par ailleurs? Vous êtes, je sais pas, vous avez un club, vous êtes un passionné ou pas du tout? Non, alors passionné, je dirais pas, mais oui, j'aime le foot comme beaucoup d'autres sports. Je suis plutôt rugby et basket, parce que j'étais moi basketteur lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai le GF38 à 10 km de chez moi, et puis l'AS Saint-Etienne, la jeunesse. À Grenoble, il y a beaucoup de supporters de Saint-Etienne, il faut le savoir. Oui. Ouais, Saint-Etienne ou Lyon, ça serait parti. Marseille aussi un peu. Daniel, pour redevenir sérieux. Il est finalement beaucoup de questions de contrôle dans votre rapport, et c'est normal au vu de la gestion calamiteuse de la LFP. Je sais que le monde du foot n'aime pas trop ça, mais un ministre des Sports qui serait
plus présent, même pour regarder l'état des finances de notre football ou pour regarder d'un peu plus près un repreneur qui veut venir dans un club. Évidemment, nos regards se tournent vers Bordeaux quand on parle de ça. Peut-être qu'on aurait évité une catastrophe si des gens un petit peu plus attentionnés avaient regardé le dossier d'un peu plus près. Un contrôle de la gouvernance. Est-ce que finalement, moi j'ai noté sur les dernières années, je me souviens, j'avais fait une liste, le nombre de ministres des sports qui finalement sont nommés et ne connaissent rien au sport qui est le plus populaire en France et qui fait vivre d'autres sports par le biais de la taxe Buffet. Est-ce que vous pourriez militer pour que le ministre des Sports soit quand même quelqu'un qui comprenne réellement tous les enjeux du sport numéro 1 dans ce pays? C'est pas le ministre comme personne qui est ciblé. C'est le ministère, donc avec le ministre qui est en place actuellement, celui qui était hier et celui qui sera demain. Vous avez raison. C'est pour ça que dans nos préconisations, qui peuvent des fois peut-être un peu choquer, mais si on demande qu'il y ait un contrôle beaucoup plus fort, mais pas uniquement du ministère et de la fédération, parce que je rappelle que la Ligue a une subdélégation de la fédération, et il me paraît important que la fédération puisse aussi être vigilante sur les décisions qui sont prises par la Ligue, mais vous avez raison, mais le ministère doit reprendre toute sa place par rapport à ces contrôles. Aussi bien, on fait une proposition de mettre en place un comité d'audit et un comité des rémunérations. Tous ces comités d'audit et de rémunération, lorsqu'ils auront travaillé, il serait important que le président de la fédération et le ministre en aient connaissance, au moins pour information, de savoir un peu comment ça se passe, quelle est la situation financière du football français et de la Ligue et de la société commerciale. Je pense qu'aujourd'hui, devant la situation dans laquelle nous nous trouvons, et on le disait tout à l'heure, l'épisode n'est pas terminé. L'épisode des droits TV n'est toujours pas terminé au moment où on se parle. Donc, j'espère que les choses se finiront positivement dans l'intérêt du football français. Si ce n'était pas le cas, ça serait une catastrophe économique. Je donne la parole à Kevin dans quelques secondes. Et on y va tout droit, monsieur Savin, puisque vous savez que DAZN n'aura pas le nombre d'abonnés, que donc DAZN va passer la main, et le calendrier, on le connaît, et je pense que vous en êtes conscient. Fin du contrat, décembre 2025, et recherche d'un nouveau diffuseur pour l'été 2026. On est tous conscients que c'est ce qui va se passer. Oui, mais quand on sait que cette clause a été demandée par les présidents de club, on peut se poser aussi des questions. Vous pouvez peut-être détailler ça, c'est très important, Gilbert, ça. Le coût de la clause que les présidents ont demandé, comme s'ils savaient déjà que ça se casserait la figure. Non, mais je pense qu'ils l'ont demandé parce que le montant obtenu n'était pas celui espéré, notamment sur les droits domestiques. Le montant espéré était à 800 millions et là, aujourd'hui, il est à 400 millions. Donc, il est sûr que plus le contrat de BIN, on peut arriver jusqu'à 500 millions. Donc, on est loin de ce qui était espéré dans le contrat financier. Donc, je pense que les clubs ont peut-être se sont dit, si dans 2 ans, on peut trouver mieux, peut-être, mais le risque est qu'ils trouvent moins bien. Je précise juste, pour les gens qui nous écoutent et qui parfois se disent, mais je ne comprends pas tout ce qu'on dit là, peut, et on l'espère, aboutir à une loi qui encadrera vraiment fermement, sur la base des propositions du rapport, qui encadrera fermement la gestion des ligues. Et on parle du foot, mais ça concerne aussi les autres, la Ligue de rugby, la Ligue de hand. Les premières propositions sont sur le bilan qu'on a tiré de la création de la société commerciale. Et vous avez tout à fait raison, ces propositions sont plutôt ciblées sur d'autres projets de création de sociétés commerciales qui pourraient être initiés par d'autres ligues. On pense bien sûr à la Ligue de rugby ou de foot, ou de basket ou autre. Donc on voit qu'on veut mieux encadrer, mettre des garde-fous plus importants pour éviter l'épisode des 99 ans, l'épisode des qui nous interpelle. Et monsieur le sénateur, est-ce que tous ces composantes du football français que vous avez rencontrés, ou même vous et les sénateurs qui travaillent avec vous, est-ce que tout le monde est conscient que le football est donc au bord du précipice? Mais réellement, déjà mondialement, il y a un petit désintérêt des nouvelles générations sur le format. Alors, il y a eu beaucoup de choses, les Agnelli, Gérard Piquet qui dit que les matchs sont trop longs, etc. Donc, le format ne convient pas forcément aux nouvelles générations. Les droits télé en France,
tout ça, tout ce dont on a parlé depuis le début de l'émission, ça a fait baisser la cote de popularité au moins des dirigeants. Et les gens qui boycottent DAZN, non pas contre DAZN, mais presque contre la réflexion de Laurent Nicolin, contre les agissements de Vincent Labrune, contre cette élection tronquée. Et donc, même les passionnés de foot aujourd'hui se disent « Ah non, mais moi, j'en peux plus en fait. » Ils n'en peuvent plus. Et si on rajoute à ça les déboires des grands joueurs, notamment français, le désintérêt pour l'équipe de France, pour d'autres raisons, honnêtement, ça fait un peu flipper. Oui, mais nous, on est aussi conscients. Alors, sur la question de est-ce que tout le monde est conscient, je peux vous dire qu'au niveau du Sénat, le travail, quels que soient les parlementaires, toutes sensibilités confondues, tous ceux qui ont suivi les travaux sont bien conscients de cette situation. L'enjeu, c'est de... Il y a des emplois en plus, notamment à Bordeaux, par exemple. L'enjeu, c'est de sauver le football français, parce que le football français, il appartient à tous, et notamment sur les territoires. Un club, c'est bien sûr un stade, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs, c'est des dirigeants, c'est des supporters, c'est une économie qui est autour une économie qui est autour du stade et qui fait vivre un territoire. C'est une image qui est aussi renvoyée de certains territoires. Lorsqu'on parle aujourd'hui d'Auxerre, de Saint-Étienne ou d'autres, c'est tout de suite l'image du foot qui est renvoyée. Donc, on a tout intérêt aujourd'hui à travailler. Et je pense qu'au niveau de la société commerciale, tout le monde est conscient et tout le monde est mobilisé pour essayer de travailler et travaille déjà, professionnaliser cette organisation, impliquer les présidents de club pour qu'il y ait d'autres ressources que les droits TV aussi, parce qu'on voit bien que c'est pas non uniquement en France que les droits baissent. Dans d'autres pays européens, les droits TV baissent. Alors pas au même niveau on n'est pas au même niveau qu'en France, mais ils baissent quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur diversifier les recettes pour permettre au football européen, mais au football français, de pouvoir être compétitif. C'est le modèle allemand qui serait plutôt... Non, mais je pense qu'il y a deux... Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets sur lesquels les clubs et la Ligue et la société commerciale, je veux dire, veulent travailler. C'est comment mieux valoriser l'équipement, le stade, comment mieux travailler sur les produits dérivés, comment mieux travailler avec les nouveaux outils de technologie. Vous avez parlé de comment mieux travailler aussi sur la retransmission. Est-ce qu'on doit rester sur un système de match ou est-ce qu'on doit travailler sur des systèmes de buts, simplement de buts, sur d'autres systèmes de retransmission qui soient plus attractifs pour les jeunes et d'autres publics? C'est ça le travail que doit faire la société commerciale. Comment diversifier les produits pour intéresser un public qui aujourd'hui peut-être est moins présent, du fait déjà du coût des abonnements, mais qu'on doit à tout prix essayer de récupérer par d'autres propositions. Ça, c'est le travail de la société commerciale. Et lors des auditions, on a bien senti qu'il y avait cette volonté de la société commerciale de vouloir travailler sur ce front, mais ils ont besoin aussi des clubs. Ça ne peut pas se faire sans les clubs. Merci Michel Savin d'être venu dans le studio de l'After pour parler foot avec nous, et le rapport donc est sur rmcsport.fr. Je vous offre notre dernière revue de l'After. Vous allez voir que le titre principal c'est Ligue 1, la chute finale. Vous allez retrouver quelques... Il n'y offre pas celui sur le sexe et le football. Si, il est caché derrière. Ah, il est caché derrière. Et comme disent les jeunes, bravo pour les travaux. Voilà, merci beaucoup.